Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cet épisode de Bazar. Pour la première fois depuis que nous avons lancé ce podcast, ce n'est pas un épisode qui sera consacré à Christopher Nolan, ce ne sera pas une rétrospective autour d'un réalisateur. Nous enregistrons cet épisode à l'occasion du Nouvel An chinois et Étienne, qui est ici présent et qui peut nous Salut saluer. Hugo. Ouais. Donc Étienne et moi avons décidé de nous imposer quelques films chinois à regarder pour ensuite en débattre, partager nos avis sur ces films. C'est un cinéma que nous aimons beaucoup et voilà, nous avons essayé de découvrir quelques films que nous n'avions pas encore vus. Et je vais commencer par laisser la parole à Étienne qui pourra vous en dire un peu davantage sur le cinéma chinois, si tu veux bien, Étienne, disserter un peu là-dessus. Ouais, bah je voulais en parler un petit peu parce que ça me tenait à cœur, étant donné que le cinéma chinois est quand même très différent de ce qu'on a l'habitude de voir en Occident, ou des productions qui sont faites en Europe ou aux États-Unis. Et il a ses particularités, et il a été très rythmé par du coup son histoire politique au XXe siècle. Donc au niveau de l'arrivée du cinéma en Chine, ça se fait en 96, pardon, 1896, donc quelques mois après la première projection des Frères Lumière à Lyon. Et à cette époque-là, c'est Shanghai qui en devient sa capitale. Donc le cinéma chinois a aussi une période muette et une période parlant. Euh, et par la suite, il va sérieusement commencer à se développer en parallèle du cinéma hongkongais et du cinéma un peu plus tard taïwanais. Alors je sais pas toi Hugo, mais moi j'aime bien, disons, prendre le cinéma chinois, donc continental, hongkongais et taïwanais comme un grand tout, mais c'est important quand même de faire quelques distinctions justement au niveau des contextes géopolitiques. Oui, bien sûr, bah, pour des raisons, voilà, comme tu l'as dit, politiques déjà, même si la langue, la culture tend à assimiler les trois, il y a des différences fondamentales qu'il est important de noter. Et je te laisse, si tu veux en parler un peu plus, je sais pas si tu as des choses à dire justement sur ces différences ou sur le rapport du cinéma chinois à l'Occident. Ouais, bah d'abord en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu tout un pan du cinéma chinois qui a été très largement diminué durant Mao, donc entre 49 et 78. Et les films qui étaient faits étaient principalement des films de propagande euh, dans un projet de transformation économique et sociale. Et durant la révolution culturelle, qui advient donc entre 66 et 76, il y a une quasi-destruction du cinéma. Il y a uniquement les opéras révolutionnaires qui étaient autorisés. Et donc, en fait, grosso modo, le cinéma chinois, j'entends chinois par continental, peut être rythmé par différentes générations. Et donc, nous, aujourd'hui, on va se concentrer sur un cinéaste de la cinquième génération, qui est donc celle qui arrive en 78 avec le renouveau de l'Académie de Pékin. Euh, et voilà, donc on peut vraiment parler de renouveau du cinéma chinois dans les années 80 jusqu'aux années 90, avec beaucoup de réalisateurs qui vont arriver, notamment Zhang Yimou, qui lui va faire des films un petit peu plus ouverts au grand public, notamment par l'utilisation de formes un peu plus universelles. Notamment, on pense notamment donc au film. Alors je me souviens plus du nom de ce genre. C'est un nom. Le Wuxiapian? Voilà, le Wuxiapian. Merci Oui, Hugo. alors je précise que nous nous excusons par avance si des sinophones nous écoutent parce que la prononciation est tellement radicale par rapport aux langues que nous maîtrisons que nous allons probablement commettre des erreurs, mais sachez que nous enregistrons cet épisode avec du respect et de la bonne volonté. Oui, c'est bien de le préciser parce que je vais sans doute écorcher les noms. Et donc voilà, donc Chen Kaige, qui est le réalisateur qu'on va suivre aujourd'hui pour un de ses films. Euh, donc si Hugo, tu veux en parler un peu plus de ce film qu'on a sélectionné. 纪娘娘高力士敬酒，高力士，你敬的什么酒？奴婢敬的乃是通宵酒。呀呀，催，大哥与你们同。
Alors, nous avons choisi de commencer par l'un des films les plus célèbres, je crois, en Occident du cinéma chinois continental, qui est Adieu ma concubine, qui est un film qui date de 1992, qui a été réalisé par... Alors, pareil pour le nom, moi je dis Chen Kage, je dis Chen Kage, bon, je n'en sais rien. Je vais continuer à dire Chen Kage. Donc, Adieu ma concubine, c'est un film voilà, qui a été récompensé par la Palme d'Or au Festival de Cannes. 93, pardon, je crois pas 92 le film, et Ouais. qui a remporté, si je me trompe pas, le Golden Globe du meilleur film en langue étrangère. Donc c'est un film qui a été plutôt remarqué en Occident, qui parle en apparence d'une certaine manière d'opéra chinois, de l'opéra traditionnel chinois, et qui raconte euh, un demi-siècle d'histoire chinoise à travers l'histoire de deux acteurs, chanteurs de théâtre, d'opéra, et qui se concentre autour d'une pièce d'opéra très célèbre qui s'appelle donc Adieu ma concubine, et qui raconte l'histoire d'un roi et de sa concubine, et du suicide de sa concubine qui accompagne le roi jusqu'au bout dans sa défaite. Je pense que j'ai résumé à peu près la base du film, et que nous allons pouvoir commencer à dire ce que nous avons pensé. Je te laisse commencer, Étienne. Je ne sais pas ce que tu en penses, je suis très curieux. Alors, bah, c'est un peu compliqué de se positionner en fait, parce qu'il y a des choses auxquelles j'ai été très très sensible, notamment, excusez-moi, toute cette esthétique qui a été cultivée, donc de l'opéra chinois, de ses couleurs flamboyantes, de la gestuelle théâtrale, des décors. Voilà, donc on sent beaucoup ici la Chine, des étoffes, des dorures, des lacs, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Euh, voilà, la codification d'un univers, la création d'une fresque aussi qui traverse l'histoire. Moi, j'aime bien comparer ça un petit peu à quelques films de Sergio Leone ou au film de Michael Cimino, de Visconti. J'ai ressenti un petit peu cette même ampleur-là, bien qu'on se concentre aussi sur justement un contexte plus intimiste. Donc tout ça, ce sont des choses que j'ai hautement appréciées, qui m'ont réjoui. J'ai trouvé qu'il y avait aussi des beaux traitements de personnages. J'ai adoré le jeu de Leslie Cheung. Moi, c'est un acteur que j'aime beaucoup. Je connaissais moins donc Zhong Fengyi, qui joue du coup son opposé, pouvons dire, ou alors son confrère, ou son amant, ça dépend des lectures qu'on en fait. Euh, donc tout ça, ce sont des choses que j'ai beaucoup aimées. L'utilisation de l'histoire aussi comme une tragédie. Cependant, il y a d'autres petites choses qui m'ont un peu plus, disons, laissé sur le côté. Notamment la difficulté que j'ai eue à rentrer dans la forme artistique de l'opéra, que j'ai trouvé assez dépaysante par moments. Voilà. Assez compliqué de rentrer dedans en fait. En tant qu'occidental, j'entends, hein, ça m'a même des fois fait un petit peu grincer des dents. Mais Je sais pas ce que t'en as pensé, toi. je suis d'accord quant à la difficulté qu'on peut ressentir au dépaysement, l'espèce de grand écart civilisationnel. Je sais que Jean-Michel Frodon en parle beaucoup. Quand on est confronté à une forme aussi radicalement différente de celle qu'on peut connaître en Occident, cette forme étant l'opéra chinois, je me suis tout de suite ressaisi en gardant à l'esprit que je devais pas juger le film sur mon appréciation directe de l'opéra chinois auquel je n'ai pas été initié, et ce serait un petit peu arbitraire de juger sur ce point. Et j'ai essayé de comprendre plutôt la manière dont il était utilisé, ce qu'il servait comme propos symbolique, politique, comme, comme sous-texte. Et finalement, je dois dire qu'au fur et à mesure, donc au fil du film qui dure quand même 2h50, hein, je crois presque 3 heures, donc c'est un film Oui, très c'est long. ça. Tu parlais des fresques et tu as tout à fait raison de parler de voilà, Cimino, Léon, il y a quelque chose. Bon, finalement, c'est ce film qui aurait pu s'appeler Il était une fois en Chine, pratiquement. Euh, Ouais. et en tout cas, j'ai été touché au fur et à mesure de ces 3 heures par les variations que Chen Cage montre dans cet opéra qui ne cesse de changer. Les acteurs le jouent différemment, changent leur rapport à leur personnage, et
ça gagne en portée symbolique au fur et à mesure du film, et surtout cette portée symbolique ne cesse de résonner avec la situation politique qui change. La place de l'opéra chinois traditionnel au moment de la révolution culturelle est complètement différente de celle qu'il occupait au début du film dans les années 20. Et C'est un film que j'ai vu comme une mise en abîme aussi de l'opéra chinois. Justement, j'évoquais au début à l'introduction du podcast que, en quelque sorte, le cinéma chinois s'est fondé sur l'opéra chinois, comme par exemple le cinéma américain a pu se fonder sur Shakespeare, la Bible et l'opéra européen. Et donc on a vraiment ce côté-là d'un film qui épouse la structure de l'opéra avec ses leitmotifs visuels, narratifs, avec des compositions qui sont presque théâtrales par moments, et une extrême stylisation aussi du décor. je souscris. J'ai ressenti aussi la théâtralité par moments, même si elle n'est pas toujours présente. Parfois, c'était un cinéma qui jouait beaucoup de la profondeur, du mouvement, et donc du mouvement. Bon, le mouvement dans le cadre peut être très théâtral aussi. On voit lors de la formation des acteurs au début du film, quand ils sont enfants, qui sont c'est presque une guilde d'acteurs en devenir, en fait, qui sont formés de manière très radicale au mouvement, comme on formerait des combattants aux arts martiaux. Euh, je... c'est un film qui m'a beaucoup ému, déjà parce que visuellement, il faut le dire, hein, c'est important. En tout cas, tu me corriges si t'es pas d'accord, mais c'est un des plus beaux films que j'ai vu, visuellement. C'était une splendeur de chaque instant, que ce soit des gros plans, des plans de paysages, des jeux sur la brume, sur l'épaisseur, l'opacité, des formes de clair-obscur tout à fait nouvelles dont on sent qu'elles ne puisent pas dans la picturalité occidentale. Ça m'a énormément marqué de ce point de vue-là. Tu parlais des étoffes, tu parlais de la forme de flamboyance de l'art chinois. Donc visuellement, c'est somptueux. Rythmiquement, c'est un film qui utilise énormément l'ellipse, et de manière parfois abrupte pour un Européen. Et là, je rejoins Jean-Michel Frodon qui expliquait que le cinéma chinois avait euh, intégré des caractéristiques du cinéma moderne occidental, sans pour autant qu'il soit moderne au sens où il n'avait pas connu un classicisme puis une modernité comme le cinéma occidental. C'est-à-dire qu'il était spontanément moderne, et ça me permet d'évoquer un peu mon rapport au cinéma chinois. Ce qui m'intéresse beaucoup dans ce cinéma-là, c'est qu'il me fait aimer des formes que je n'aime pas quand je les retrouve en Occident. C'est-à-dire que le cinéma moderne occidental, la modernité qu'on pourrait retrouver chez Antonioni, René, Bergman, mais il faut savoir que c'est pas mon fort. Et quand je le retrouve en Chine, je trouve que ces formes d'ellipse, de contemplation, de place laissée au temps, une forme d'image-temps, dirait Deleuze, elles sont beaucoup plus charnelles, beaucoup plus chatoyantes, elles, euh, elles s'intègrent beaucoup mieux au paysage cinématographique et à l'espace filmique développé qu'en Occident. Donc ça, c'est quelque chose aussi que j'ai retrouvé dans Adieu ma concubine. J'ai été bouleversé également par les acteurs, et par Leslie Cheung, évidemment, qui est prodigieux, qui atteint un niveau d'ambiguïté dans son jeu euh, qui m'a beaucoup fait penser, dans une autre forme, mais à celle que peut avoir Tony Leung dans Les Fleurs de Shanghai, par exemple. Donc c'est une grande, grande performance d'acteur, et ils ont manqué l'occasion de lui donner le prix d'interprétation masculine à Cannes, pour accompagner cette Palme d'Or. Je suis aussi, c'est quand même, faut le dire, c'est le seul film chinois, si je me trompe pas, qui a reçu une Palme d'Or à Cannes. Oui, c'est le Et, seul. et- Et justement, tu parlais d'award, je crois que Leslie Cheung est passé juste à pas grand-chose d'en avoir un. Alors, c'était pas pour le Festival de Cannes, mais c'était pour une récompense en Chine. Et il y a un des juges qui s'est trompé de vote et qui lui a donné, et qui a voté en fait pour la meilleure performance féminine. Et en fait, il est passé à une voie d'avoir justement cette récompense. Je trouve que c'est marrant parce que ça témoigne aussi en fait de la capacité de Leslie Cheung à justement se fondre dans un personnage qui est travesti, et donc jusqu'à berner en fait un des juges. Bon, si on a vu le film, normalement on n'est pas censé se tromper, mais je trouve que c'est un bel écho justement à une des thématiques du film, qui est la perte de soi, la réincarnation, finalement quelque chose d'assez chinois.
Ouais, parce qu'il faut le dire, donc Leslie Cheung joue l'acteur qui interprète la concubine et beaucoup d'indices sont donnés selon lesquels il se perdrait dans son rôle et ne parviendrait plus à faire la différence entre le masculin et le féminin. Bon, je pense que c'est un personnage aussi dont on sous-entend qu'il est, enfin, plus que sous-entendre, mais c'est un personnage homosexuel. On est d'accord sur cette interprétation, Oui, je c'est crois. certain, c'est certain, certain. Et donc c'est un personnage homosexuel qui a un rapport complexe à la sexualité et à l'identité, et de ce point de vue-là, c'est un film qui m'a beaucoup fait penser à un roman qui est Confession d'un masque de Yukio Mishima, parce que, comme dans Confession d'un masque, les pulsions et la passion sexuelle et érotique, surtout érotique, du personnage s'originent dans son rapport traumatique et infantile à la violence. Euh, Son rapport même à la violence et au corps s'origine dans ces mêmes expériences traumatiques, puisqu'il était violenté euh, c'est quoi, Dans ce, il a été abusé également. oui, il a été abusé dans sa jeunesse pendant qu'on Il le s'est fait, formait à il devenir s'est fait acteur. couper un doigt par sa mère lorsqu'il était très jeune. Il a été bien sûr violenté durant sa formation en tant qu'acteur pour l'Opéra de Pékin. Donc oui, il y avait de nombreux traumatismes qui ont jalonné en tout cas sa jeune enfance et son adolescence. Ben, voilà, donc ce rapport à la douleur, à la sensualité, fait écho à l'œuvre de Mishima et surtout au travestissement. Euh, Mishima raconte qu'enfant, il se déguisait en une actrice très, très célèbre, un personnage féminin du théâtre japonais. Et bon, Confession d'un masque l'indique par son titre, Mishima est obsédé par l'idée du travestissement, du déguisement, du masque, du faux semblant. C'est le cas aussi du personnage interprété par Leslie Cheung, qui ne cesse de se maquiller, et qui finalement révèle presque ses vrais sentiments par le jeu et lorsqu'il est maquillé, alors qu'il les tait quand il apparaît sans son costume. Et ça, c'est une chose que j'ai trouvée très belle, mais que, surtout, Leslie Cheung rendait particulièrement bien par l'ambiguïté, par la subtilité, par la discrétion de son jeu, discrétion qui rendait ces explosions de colère et de tristesse beaucoup plus puissantes que s'il avait joué sur un ton plus expressif tout le long du film. Ouais, mais je te rejoins assez pour Confession d'un masque, peut-être avec la dimension charnelle là, qui est un peu moins présente dans, euh, dans Adieu ma concubine. Euh, oui, sinon je suis très d'accord sur le jeu de Leslie Cheung, hein, qui est un acteur comme je le disais tout à l'heure, que j'aime beaucoup et qui, disons, n'a peut-être jamais eu l'occasion de s'épanouir dans de très grands rôles. Alors là, c'est peut-être un de ses meilleurs rôles, je pense qu'on peut le dire, c'est peut-être un de ses meilleurs rôles. Et en tout cas, ça fait plaisir de le voir disons, une pièce de cinéma et un peu moins dans des films d'action alors il y a un lien aussi à faire avec Happy Together qui est de Wong Kar-wai dans lequel il a joué et je crois si je me trompe pas qu'il incarnait encore une fois un homosexuel. Donc il y a en tout cas une propension à ce genre de rôle qu'il incarne à la perfection. Et il joue très bien de son physique un peu androgyne, de la espèce de perfection plastique de son visage qui est largement souligné par les gros plans dans le film. Bon, c'est Chen Cage aussi qui sait s'en saisir. Et en tout cas, effectivement, je pense que nous avons été très touchés tous les deux par cette performance. Pour l'essentiel, je l'ai dit, moi, le film m'a beaucoup remué. Bien que le visionnage ait pu être pénible à certains instants, je le recommande complètement. Déjà parce que c'est aussi un film qui parle de la mort d'un art à l'époque d'une révolution politique, qui parle des bouleversements politiques d'un pays et de ce que ça implique sur la sphère intime, les dénonciations, la trahison, et qui fait écho à l'histoire personnelle de Chen Cage. Je sais pas si tu veux peut-être nous en parler un peu. Oui, bah, le fait qu'il ait justement dénoncé son père au régime lorsqu'il était enfant, donc c'est quelque chose qui l'a profondément marqué. Et son père d'ailleurs, qui était aussi un réalisateur reconnu, et, euh, et qui a été humilié pendant la révolution culturelle.
Et donc voilà, il y a pareil encore un peu une espèce d'envie de Chen Kaige d'exorciser justement cet épisode de sa vie. Donc c'est un film euh, sur l'intimité, sur le remords, et Chen Cage lui-même parlait de trahison, de séduction. Donc c'est un film qui euh, s'épanouit stylistiquement dans l'ambiguïté. Et voilà, je reviens à ces trois acteurs, ce trio d'acteurs, donc qui jouent les personnages principaux, hein, donc Leslie Cheung, Zhang Fengyi et Gong Li. Leurs visages sont captés de manière très différente, ils ont une expressivité très différente. Le camarade de Leslie Cheung a un visage nettement plus expressif que le sien, et qui fonctionne comme un masque. En fait, il y a plusieurs registres de masques, c'est-à-dire le masque de la concubine, c'est un masque de permanence et de silence, et tandis que le masque du roi est extrêmement expressif, empli à la fois de tristesse, de colère, très tourmenté, et ça fait écho au visage des deux acteurs quand ils ne sont pas maquillés. Ça aussi, c'est très habile. Euh, En plus, là, je fais une petite remarque, parce que nous parlions de Cannes et des prix tout à l'heure. Le prix du jury cette année-là à Cannes avait été attribué au maître de marionnettes de Hao Xiaoxian, ce qui montre bien que c'était une belle année pour le cinéma chinois au sens large. Ouais. Euh, Bah, les Européens ont quand même découvert le cinéma asiatique dans sa globalité assez tardivement. Donc, si je me trompe pas, ça commence avec Rashomon de Kurosawa. Et c'est vraiment tardivement que ça va commencer à avoir une réception, mais très massive en tout cas, dans les festivals internationaux. Donc, celui de Nantes, Cannes. Il me semble qu'il y a celui de Vancouver aussi, Rotterdam pour d'autres pays. Et c'est parce qu'il commence à y avoir vraiment un activisme pardon, qui sera assez important et que ça va beaucoup aider à la réception en tout cas des formes asiatiques dans le public occidental. mais malgré tout, toi comme moi, nous souffrons de ne pas, je crois, hein, de ne pas retrouver plus souvent de films chinois au cinéma, dans des éditions Blu-ray. Là, j'en profite pour saluer la très belle édition Blu-ray réalisée par Carlotta pour Adieu ma concubine. Carlotta qui est un des éditeurs qui édite, à mon avis, le mieux le cinéma chinois. Euh, pour revenir au film, je crois que ces formes étranges qui ont peut-être freiné la popularité du cinéma chinois en Occident, donc c'est ce rapport très original pour un Européen au rythme, à l'ellipse, à la théâtralité, au jeu, à la langue, sont vraiment Satur, Adieu ma concubine, qui est presque un film sur l'identité chinoise et sur les identités chinoises et la manière dont elles se confrontent. Euh, donc l'identité révolutionnaire, l'identité poétique et théâtrale, l'identité historique et traditionnelle. Cette confrontation de mode d'existence en tant que Chinois dans une Chine en pleine mutation, dont on sent en plus qu'avec la guerre sino-japonaise, elle est vraiment en proie aux événements internationaux, euh, et le communisme qui vient d'Europe. Cette mise en tension de la Chine qui fait écho à l'histoire de cet opéra, qui fait écho à l'histoire de l'opéra en tant que forme d'art, qui fait lui-même écho à l'histoire de ces personnages et de leur intimité, et de leur rapport au réel, à la morale et aux idéaux, en fait quand même un film particulièrement subtil et très très intéressant pour qui s'intéresse un peu à l'histoire chinoise moderne. J'aurais pas trop de réserves sur le film. J'ai peut-être un petit malaise de spectateur que j'ai déjà expliqué tout à l'heure. J'ai l'impression que nous sommes quand même tous les deux convaincus par le film. Oui, après moi j'ai eu pas mal de difficultés à rester concentré tout du long. Bah, comme tu dis, il y a une forme de montage assez elliptique, il y a des béances, c'est pas forcément toujours très tendu. Après voilà, ça c'est aussi un travail à faire en tant que spectateur, hein, c'est de
ne pas se perdre, disons, dans la déconcentration et tenter de rentrer dans le film. C'est pas, il faut pas en fait attendre bêtement d'un film qu'il subjugue et Enfin, celui-ci subjugue qu'il- quand même assez par son... oui, mais plutôt dans son flux et disons, dans sa teneur au niveau du rythmique. Pour le coup, même s'il y a certains films qui effectivement sont mal rythmés, je pense pas que Adieu ma concubine l'ait été. Et ouais, voilà, c'est un peu comme quand on regarde une grande fresque américaine, c'est un peu la même chose. Hein, devant le guépard, par exemple, je me souviens avoir aussi un peu peiné par un moment à rester concentré, parce que lorsqu'un film fait plus de 2h30, 3h, c'est normal d'avoir la concentration qui commence à décliner. Alors, j'ai deux remarques Voilà, sur ce mais que sinon, Pardon, non, fini, excuse-moi. non, mais sinon, globalement, j'ai apprécié le film. Comme dit, j'ai beaucoup apprécié la teneur, symbolique et graphique qui était assez nouvelle pour moi. Mais je trouve quand même, tu parlais avant de dépaysement, que j'ai beaucoup plus ressenti par disons, les prestations opératiques au sein du film et aussi par le montage, l'ellipse. Mais sinon, je trouve qu'au niveau de la photo, tout à l'heure tu parlais des clairs-obscurs, alors je l'ai peut-être moins remarqué, mais je trouvais qu'on était quand même assez proche Alors, bien sûr, avec ces différences, notamment, en fait, ça c'est quelque chose qui sera propre donc à la couleur des décors, des décors et des ensembles propres à la Chine. Mais je me suis pas senti complètement dépaysé quand même. Il y avait beaucoup de jeux de fumée qui rappelaient le cinéma américain des années 70, voire début des années 80 parfois. Donc à ce niveau-là, j'ai bien tenu le coup. Ouais, il Et faut dire quand même qu'on a, on voilà. a quand même l'habitude en tant que spectateur, toi et moi, de voir des films chinois, hongkongais, taïwanais. Donc peut-être qu'aussi nous avions intégré certaines formes et que ça nous a permis d'apprécier le film. Pour un spectateur qui n'a jamais vu de cinéma chinois, ça peut être assez radical comme dépaysement. Bah, rien qu'au niveau de la langue chinoise déjà admet un rythme différent. Alors je pense que voilà, chaque cinéma est intimement lié à sa langue et le rythme disons de l'interprétation des acteurs va assez largement en fait conditionner le regard du spectateur à ce niveau-là. Et donc c'est vrai que si on ne connaît pas le cantonais ou le mandarin, bah déjà ça peut être très très déstabilisant. Oui, complètement, pour le cinéma parlant, c'est une évidence. Mais même, nous sommes habitués à l'anglais, mais même l'anglais peut admettre des tons et une interprétation différente, c'est pour ça que je préfère regarder les films en VO de toute évidence. En tout cas, pour rebondir un peu, commenter ce que tu as dit, le parallèle avec Le Guépard me paraît très juste comme, poussée révolutionnaire, fin d'un âge et d'une tradition, même si en même temps elle est complètement inappropriée parce que culturellement l'écart est monumental. Mais c'est pour dire que cette sorte de tragédie de l'histoire, elle se retrouve dans des pays aussi éloignés de la Chine que l'Italie, la France ou l'Amérique. Tu parlais de subjuguer, le mot m'a fait penser au fait que le film fonctionne comme son histoire et comme ses personnages, c'est-à-dire qu'il séduit, il trahit, et Chen Cage opère des changements de ton brusques, il louvoie dans la tonalité de son film, et ça le rend vraiment singulier. Ouais, oui, oui, il y a beaucoup on pourrait même parler de changement de genre, hein, quasiment parfois. Ça, c'est aussi, disons, le lien entre l'intime et le côté, justement, fresque historique. Et justement, il y a même peut-être plusieurs... le film, en fait, est quand même découpé en plusieurs parties. Donc, ça aide aussi à, justement, cette différence de tonalité. Il y a quelque chose de même presque mignon dans leur jeune enfance, en fait, même si il y a quand même beaucoup de violence, notamment des suicides d'enfants, enfin des choses qui sont quand même en soi très, très, très percutantes d'un point de vue visuel, et même moral. Euh, mais voilà, je trouve qu'il y a quand même une variation de ton tout le long du film et qu'on retrouve peut-être un peu plus d'espoir au début de l'intrigue et qu'on glisse petit à petit vers la tragédie avec justement ce final, cette dénonciation
face au régime qui est, disons, peut-être le point d'orgue de tout le film. En tout cas, il y a une forme, tu parlais de mignonnerie, il y a une forme d'onirisme, et la manière dont survient l'onirisme, dont survient la musique qui est presque omniprésente dans le film. Il y a toujours un fond musical parfois très léger, parfois très sourd. La manière dont survient la violence et tous ces événements passent pour des miracles permanents qui rattachent presque le film au réalisme magique qui est très, très populaire en Chine, qui est pratiqué par le romancier Mo Yan, qui est pratiqué dans le cinéma par un Bigan, par exemple. Un cinéaste comme Bigan est son style est très imprégné par le réalisme magique. Et on le retrouve un petit peu ici dans la fluidité des changements de ton qui surviennent comme des miracles dans le style du film, qui est à la fois homogène et à la fois peuplé d'interventions magiques. Et pareil, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché, qui m'a beaucoup remué. Je suis vraiment très très heureux d'avoir pu commenter ce film pour le podcast parce que je crois que c'est une porte d'entrée à la fois difficile et en même temps très importante dans le cinéma chinois continental. Oui, je pense que c'est vrai que ça a été, disons, un peu un des premiers films qui fut sacré d'un prix par un des une des grandes instances critiques, en tout cas occidentales. Donc, je dissocie peut-être les Oscars et le Festival de Cannes. Je crois que le seul qui a réussi à faire ça, je me trompe sans doute, hein, il y en a d'autres en Europe, mais c'était Ang Lee, qui lui est donc cinéaste chinois aussi, mais Ouais, pour taïwanais, oui. une production chinois. Je crois que il a fui la Chine pour aller à Taïwan. Donc chinois, taïwanais, américain. Il est un peu apatride Oui. finalement, mais bon. Bon, chinois en tout cas, culturellement, ça c'est assez évident quand on regarde ces films d'avant sa période américaine. Mais ouais, et du coup, c'est voilà, donc c'est une réception qui, disons, est neuve pour le cinéma chinois, même si on sait que Hong Kong a quand même beaucoup fonctionné en Occident, notamment Bruce Lee, mais pas pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que avant, je parlais de cette différence entre un film d'auteur peut-être. Alors, j'ai pas envie d'utiliser ce terme-là, mais disons un film voilà qui a vocation à créer, à faire grande œuvre. Et peut-être les films de Bruce Lee ou les films de Jackie Chan ou d'autres polars hongkongais qui sont plus des matériaux d'artisanat vraiment bien polis. Oui, puis Donc ouais, je pense que c'est un film qui fait date, en effet. comme nous l'avons répété depuis le début de l'épisode, de l'enregistrement, bon, Hong Kong admet un rapport à l'Occident qui est beaucoup plus étroit que la Chine continentale, et Adieu ma concubine est une sorte de déchaînement de l'identité continentale chinoise. Donc forcément, c'est presque de ce point de vue-là, peut-être pas dans le rythme ou dans le symbolisme, mais vraiment dans les formes qui s'y déploient, c'est peut-être le film le plus radicalement différent de ce que pourrait être un film américain ou français ou anglais. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, c'est un film qui, je crois, a été détesté par le parti chinois, le parti communiste chinois. On comprend pourquoi. Oui, bah forcément, au point de voir réduite sa visibilité donc dans tout le pays. Mais avant, tu parlais du fait que ce soit peut-être une porte d'entrée pour le cinéma chinois possible, et je suis assez d'accord parce qu'en plus, ça permet de bien saisir, disons, les enjeux politiques du XXe siècle chinois, et donc déjà d'avoir un bon rapport donc à la modernité chinoise. Bien qu'après, je pense qu'il faudra aller plus loin pour comprendre toute la philosophie qui irrigue la pensée chinoise, et bah, ça c'est quelque chose qui est sous-entendu, en tout cas qui est souligné par Jean-Michel Frodon, c'est que voilà, la mentalité chinoise, c'est un petit peu le cycle. Et il faisait un parallèle avec le montage en disant que justement, c'est pour ça que le montage chinois est très différent du montage occidental, et qu'on pouvait même pas parler de montage, et qu'en ce sens, le montage chinois n'existait pas. Donc ça, ce sera quelque chose à creuser. Mais je trouvais ça intéressant, voilà, pour encore souligner ce que tu disais tout à l'heure en termes de béance, de forme elliptique, d'un rythme qui est complètement anoccidental, si je puis me permettre.
et donc, en fait, produire un choc assez violent sur une personne qui est habituée à regarder des films américains, européens, que sais-je. Bon, la posture théorique de Frodon est radicale mais intéressante. Nous avons beaucoup parlé de ce film dans son rapport à la perception d'un occidental, parce que nous l'avons perçu comme occidental, donc il est difficile pour nous de s'en défaire, mais c'est un film splendide, c'est un film, qui, comme nous l'avons dit, est très, très, puissant dans sa représentation des formes, artistiques, politiques, et intimes chinoises. Pour ce qui est de Jean-Michel Frodon, tu fais bien de dire qu'il faudra en reparler, parce que nous y reviendrons au fil des épisodes. Il nous sert beaucoup parce que c'est l'un de ceux qui a le plus et le mieux écrit sur le cinéma chinois en France. Je pense que nous allons conclure là-dessus. Pour ceux qui voudraient en savoir plus sur l'opéra chinois, l'identité, la civilisation chinoise, je conseille, nous leur conseillons de lire le sinologue, Jacques Pimpano, dont certains livres sont édités aux éditions Piquier. Et je pense que si tu es d'accord, nous allons conclure cet épisode sur Adieu ma concubine. Oui, c'est ça. Donc on peut dès lors s'arrêter pour cet épisode-là. Peut-être annoncer un petit peu pas forcément les films qu'on garde en surprise, mais disons qu'on va sans doute faire un passage par Taïwan, par Hong Kong, pour essayer de couvrir, disons, euh, différents points géographiques du cinéma chinois. Et on se laisse pas vraiment disons, de contraintes à ce niveau-là. On est sur un format d'épisode plus souple, sans doute un peu moins préparé que ceux sur Nolan, pour être honnête. Mais voilà, on pense que c'est bien aussi d'explorer, de défricher un continent qui nous semble extrêmement important et qui nous touche beaucoup. Voilà, en tout cas, c'est avec, grand plaisir que nous parlons du cinéma chinois, dont nous espérons qu'il sera de mieux en mieux défendu, en Occident. Nous vous retrouvons très bientôt, nous vous souhaitons un très bon nouvel an chinois et nous refermons pour, aujourd'hui les portes du bazar.